On démarre? On démarre. On Allez, démarre. c'est l'heure. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du Café Gouvernance. Et en fait, vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc on en est ravis. Je crois qu'on a près de 60 inscriptions à ce Café Gouvernance, donc qui montre l'intérêt de cet échange. Alors, pour principe, hein, le Café Gouvernance est un échange avec deux intervenants qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure et avec vous sur le thème qui a été choisi et autour d'un café virtuel, bien évidemment. Euh, pour rappel, donc ce webinaire est enregistré pour vos questions, pouvez-vous les mettre dans le chat afin qu'on puisse y répondre donc à la fin de cette intervention. Donc le sujet du jour aujourd'hui, c'est faut-il être militant pour rejoindre le conseil d'administration d'une association? Un grand programme dont on va débattre. Alors avant que je me présente ou que les intervenants se présentent, tout d'abord, je pense que pour ceux qui nous connaissent pas, donc on a Philippe qui est avec nous, hein, Philippe Mobs, hein, alors si mes comptes sont bons, Philippe, ça fait pratiquement 2 ans jour pour jour que tu nous as rejoints. Je te laisse peut-être juste te présenter rapidement. Mhm. Merci Élise, en effet, je fête aujourd'hui ma deuxième année de présence en tant que salarié chez Passerelle et Compétences comme responsable associé du programme Bénévolat de gouvernance. Bravo pour ces 2 ans. De mon côté, ben, moi j'ai rejoint Passerelle et Compétences il y a à peu près 3 ans, également en juin, au niveau du bénévolat de gouvernance. C'est avec plaisir que je co-anime avec Philippe, en l'occurrence la cellule, ce qu'on appelle la cellule de recherche pour le bénévolat de gouvernance et au sein de Passerelle et Compétences, qui nous permet de justement élargir nos viviers de bénévoles. Voilà pour ce qui nous concerne. Maintenant, je vais laisser la place à nos intervenants et je vais demander donc à Françoise et à Hervé de se présenter. Peut-être Françoise, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Très volontiers. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis une administratrice bénévole depuis 2 ans et demi. C'est quelque chose qui est venu après une vie professionnelle qui s'est terminée alors qu'auparavant, c'était compliqué d'être administrateur. J'étais dans une banque, en fait, qui, en fait, empêchait, pour des raisons de déontologie, risque de conflit d'intérêts et de compliance plus généralement, d'avoir des fonctions d'administratrice, que ce soit société privée et les associations, c'était des associations sportives, mais des vrais postes d'administrateurs, c'était compliqué. Et donc, quand j'ai quitté le monde salarié pour rejoindre, je dirais, la vie plus indépendante, assez naturellement, la gouvernance et rentrer dans un CA faisait partie de cette dernière partie de vie professionnelle. Et aujourd'hui, en fait, j'ai été trésorière, administratrice et trésorière dans une association qu'on a fait fusionner avec une association plus importante. C'est d'ailleurs un thème dont on pourra parler sur les rapprochements et les enjeux de taille des associations. Et je suis au comité financier d'un fonds de dotation qui en fait gère des fonds et les met à disposition pour des actions dans le domaine de la recherche médicale. Et pour terminer, Passerelle et compétences a été très important dans mon parcours de gouvernance bénévole parce que en fait, ça a été l'occasion au moment où la- être administratrice dans une société privée, c'était compliqué, ça n'arrivait pas et je me suis dit,
j'ai eu un push mail de Passerelle et compétences et je me suis dit pourquoi pas et ça a fonctionné. Et donc, je rends hommage et j'apprécie beaucoup l'approche et les initiatives de Passerelle et compétences en matière de bénévolat de gouvernance. Je tenais à le dire. Merci beaucoup, merci. Ça fait certainement très plaisir à tous ceux qui en font partie. Merci bien. Hervé, à ton tour, est-ce que tu peux te Oui, présenter? oui, en deux mots, donc Hervé de la Morsanguière. Moi, je suis issu du monde technique, des transports publics. Euh, je suis à la retraite et actuellement administrateur, donc président du reste de deux associations, une nationale, une locale, mais dans la même fédération. Euh, euh, Contrairement à Françoise, où on sent comment dire, un parcours. Moi, c'est tout à fait spontané. C'est pas de la génération spontanée, mais ça y ressemblerait presque, dans la mesure où on est venu me chercher. Et puis, comme je démarrais ma période de retraite, enfin la retraite, j'ai dit pourquoi pas, mais on y reviendra peut-être par la suite. Voilà, donc et ça fait maintenant, grosso modo, 2014, ça fait 11 ans que je suis dans le domaine associatif. Voilà en quelques mots le parcours récent. Mm. Merci, merci beaucoup Hervé. Donc vous y avez un peu répondu, mais peut-être un peu plus élaboré. Peut-être qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à rejoindre un conseil d'administration d'une asso? Françoise, tu as un peu répondu à la question. Hervé, à part effectivement Oui, faire appel à toi, qu'est-ce qui t'a motivé d'y aller alors, quoi en fait? oui, en fait, si on prend les quelques critères qu'on avait déjà évoqués, enfin, le premier critère, c'est que c'est l'amitié. L'amitié et je dirais l'attachement historique. L'association qui est venue me chercher, qui est à Sanary-sur-Mer, près de Toulon, j'y avais travaillé quand j'y étais étudiant, donc il y a un certain temps. Et donc, en plus, dans un milieu que connaissaient bien mes parents. Donc, effectivement, l'aspect attachement historique et amitié des personnes qui sont venues me chercher et que je connaissais par ailleurs, a joué énormément. Je dirais que c'est même le facteur principal. Après, parce que ça s'est pas fait quand même comme ça du jour au lendemain, en quelques secondes. Après, deuxième facteur qui a son importance, bien évidemment, c'est la discussion autour des valeurs et de l'objet de l'association, hein. Que fait-elle? Pour qui le fait-elle? Y a-t-il une composante sociale ou pas? Bon, un ensemble d'éléments qui sont caractéristiques de l'association et dans lesquels je me retrouvais bien. Et du coup, ces deux facteurs m'ont permis, pardon, de répondre favorablement à cette invitation. Voilà, je crois que c'est. Rebondir en fait Oui, pour rebondir sur ce que tu disais en disant que c'était une démarche, j'ai effectivement en fait, et ça peut être intéressant pour nos auditeurs, j'ai fait en fait une formation d'administratrice. Il y en a quelques-unes dans le paysage français. Bon, moi, j'ai fait celle de l'ESSEC et qui était un bon sas de décompression par rapport au monde salarié parce que la posture d'administrateur, que ce soit pour une société privée ou une association, est assez différente au fond d'une posture de salarié. Et donc, après avoir fait cette formation, j'ai effectivement cherché des mandats. Cela étant, on se rejoint sur le fait que à un moment donné, il y a une adhésion à l'objet de l'association, il y a un intuitu personné, je dirais, essentiellement avec le président ou la présidente, parce que, il faut que ça fonctionne, notamment si on rentre avec des fonctions un peu plus opérationnel que juste être au conseil d'administration. Moi, ayant été financière, on venait me chercher assez régulièrement pour des fonctions de trésorière. Donc, dans le bureau de l'association, en plus d'être dans le conseil d'administration. Donc, il faut se sentir bien et en phase avec la manière avec laquelle la présidente ou le président impulse sa vision de l'association.
Et puis, il y a un sujet de compétences, et ça introduit aussi, on y reviendra. Moi, on est revenu me chercher pour des compétences financières. Il y en a d'autres qu'on vient chercher peut-être pour des compétences de ressources humaines, etc. Voilà, aujourd'hui, au-delà de l'amitié, la professionnalisation du monde associatif fait que on peut venir chercher des anciens salariés qui ont eu des vies professionnelles assez longues et riches pour rentrer dans ce monde-là. Et c'est très juste parce que pour rebondir sur ce que tu dis, François, c'est vrai que pour une asso, c'est un mélange assez subtil entre les compétences que tu vas apporter, le savoir-faire, les compétences qu'on amène. Mais au-delà de ça, c'est aussi les relations amicales ou le matching, hein, comme on appelle ça, le matching humain entre le bénévole, le futur administrateur et l'asso. Et puis le thème, surtout de l'association, les causes, les valeurs. Et donc, ma question pour vous, c'est dire un peu comme, quelle est la part de chacun de ces items? Comment vous les classez un petit peu? Quel est pour vous, sur ces trois grands thèmes, ceux que vous allez classer en priorité sur ça? C'est peut-être difficile à répondre, je sais pas. Mhm. Je, je veux bien répondre si c'est possible. Très rapidement, hein, moi, sur les trois thèmes, le premier, c'est l'amitié, l'attachement historique, en tout cas dans ce qui me concerne. Le deuxième, je ne l'ai pas cité, mais Françoise l'a fait pour moi, c'est l'apport de compétences. En l'occurrence, là, c'était le management d'entreprise et ainsi de suite. Et puis le troisième, c'est l'adhésion aux valeurs. Donc, ça s'est présenté comme ça pour moi-même. Alors moi, l'objet et le domaine sur lequel intervient l'association est un point que je mettrais en priorité. Et je suis venue dans le domaine de l'association parce que c'était un sujet lié à l'enfance et qui est un thème qui me parlait, l'enfance en difficulté, l'enfance dans des hébergements d'urgence, et qui me parlait beaucoup. Donc, et aujourd'hui, quand on me propose des, des postes dans des associations, il y a un déclic qui doit se faire sur l'activité, l'objet de l'association, c'est important. Ensuite, je reviens à ce que j'ai dit, le matching avec les instances dirigeantes de l'association et aussi l'impression d'avoir quelque chose à apporter à un moment donné. Euh, les associations sont en devenir et de se dire, ben, je vais faire un bout de chemin avec eux parce que je peux apporter un caillou au long de ce chemin qui est en route. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui construisent cette relation. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que s'engager dans un conseil d'administration d'une association, c'est un investissement personnel. Il faut savoir après pouvoir défendre la cause de l'association, adhérer aux valeurs. Pour vous, est-ce que justement, avant de s'engager personnellement dans une association, il est bien important de connaître l'asso, de connaître ses valeurs, de connaître ses engagements? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous apportez de l'importance ou vous conseillerez à nos éditeurs d'apporter de l'importance? Hervé, Alors, Françoise? Françoise, allez-y. Allez, je continue. Je crois que c'est important. Je vais utiliser un terme un peu pro à mon goût, mais je pense que il y a une forme de due diligence à faire sur l'association dans laquelle on va rentrer si on n'a pas voilà, les relations d'amitié dont tu parlais, Hervé, qui fait que on s'en passe. Mais quand on est dans une approche, je dirais, où on ne connaît pas l'association forcément et on postule à un poste d'administrateur parce que l'association cherche quelque part une forme d'administrateur indépendant par opposition à un administrateur ami d'une association. Donc moi, je suis plutôt dans une approche administrateur indépendant. Oui, il y a à regarder comment fonctionne l'association, quelle est sa gouvernance, comment fonctionne son conseil d'administration. Il y a des choses à vérifier,
Il y a des lignes dont on ne se rend pas toujours compte au début, mais avec l'expérience, les finances de l'association, où est-ce qu'elle en est? Aujourd'hui, on est dans un monde où la levée de fonds peut être compliquée. Les fonds publics sont de moins en moins disponibles pour les associations. Euh, quelle est la plus-value, ce qu'on peut apporter à l'association au moment où elle en est? Donc, bien comprendre pourquoi on y rentre et avec quelle mission et quelle va être la bonne logique et la maïeutique qui va se faire par rapport à l'évolution de l'association. Oui, Hervé? alors, Ouais. je, je- je pense qu'effectivement, la nécessité ce qui n'a pas été mon cas parce que je connaissais un peu historiquement les choses, mais la nécessité de bien comprendre une association, notamment euh, euh, au-delà de l'aspect financier qui est important, bien évidemment, notamment comment dire, les aspects éventuellement militants ou engagés de l'association, des engagements de l'association, voire des aspects qui pourraient être, alors c'est peut-être un peu particulier à mon cas de figure, mais des aspects qui pourraient être d'ordre soit politique ou religieux. Dans le cas de YMCA, c'est plutôt l'aspect religieux, mais historique. Bon. Et donc là, il est nécessaire, et je m'en suis aperçu un peu à mes dépens, mais ça y est, c'est réglé, il est nécessaire de bien comprendre tout cet environnement dans lequel on va mettre les pieds. Ça me paraît effectivement fondamental. Et je le vois avec d'autres associations où ce travail n'a pas été fait et finalement les administrateurs arrivent et 3 mois après ils repartent. Bon, parce que finalement, ils sont pas en ligne avec les valeurs, ils sont Mhm. pas en ligne avec l'objet, ils sont pas en ligne avec la stratégie. Enfin bon. Donc, je pense qu'effectivement, la bonne connaissance de l'association et du conseil, enfin, du fonctionnement de l'association à travers son conseil et son bureau sont des points importants. Avec juste une petite remarque, je termine, qui est la suivante. Ça doit pas toujours être très facile quand on postule sur un poste d'association sans la connaître ni rien que d'arriver à bien comprendre, enfin, effectivement, comment cette association fonctionne, quelles sont ses valeurs, et ainsi de suite. Ça demande quand même un travail de contact et de discussion assez approfondi avec quelques-uns des responsables de l'association. Mais il faut Oui, et là, effectivement. je peux évoquer mon expérience justement d'entrer dans l'association dans laquelle j'étais. En fait, via Passerelle et compétences, il y a vraiment eu des entretiens. J'ai rencontré la présidente, évidemment. Il y avait une directrice générale que j'ai rencontrée. Il y avait et un administrateur. Donc, en fait, ça a été un parcours assez complet qui m'a permis à la fois de vérifier que ça matchait, comme on dit, pour reprendre l'expression, entre entre eux et moi. Et je pense qu'il y a un autre élément au-delà du match, c'est d'être clair des deux côtés sur la disponibilité demandée. Et c'est-à-dire que la disponibilité qu'on peut donner et la disponibilité que va demander l'association à l'administrateur qui rentre. Je pense que c'est essentiel, effectivement, souvent c'est un point sur lequel on insiste, la disponibilité, parce que ça peut être un élément effectivement bloquant. Peut-être tu voulais réagir, Hervé, là-dessus Ouais, ou... oui, oui, non, c'est un point crucial, hein. C'est un point crucial et qui est difficile. Il faut bien l'avouer. Parce que si je prends tout, étant donné qu'on est dans une fédération, je vois quand même un certain nombre de conseils d'administration et je vois que des administrateurs ou des administratrices réellement disponibles, enfin, ou suffisamment disponibles pour assurer les fonctions, soit de trésorier, soit de secrétaire, soit de vice-présidence, soit des fonctions particulières sur l'immobilier ou les travaux, eh bien, il y en a finalement très peu, Mm. très très peu. Ça se compte souvent sur les quelques doigts d'une seule main, et ça peut poser des difficultés évidemment pour les principaux responsables de l'association. Donc là-dessus, il faut être très clair au moment de l'entretien et puis de la cooptation hein, d'un nouvel administrateur ou une administratrice. Il faut être très clair sur ce que l'administration souhaite et en face, évidemment, quel est le niveau de réponse
possible de la part du futur. Élise, Une autre, ouais, Élise, on a justement une question sur le chat de Olivia. Quelle disponibilité faut-il idéalement minimum? Alors, je pense que ça sera difficile de répondre, mais peut-être quand même si chacun d'entre vous a un avis sur le sujet. C'est essentiellement lié aux fonctions demandées. Enfin, je veux dire, si je prends une fonction, je vais prendre deux exemples simplement. Si je prends une fonction dans une association où il y a 10 salariés, 1 million de chiffre d'affaires, si je prends la fonction de secrétaire d'association, à mon avis, c'est au minimum, enfin, c'est pas au minimum, mais c'est une bonne journée par semaine. Et puis, si je prends dans la même association la fonction d'administrateur lambda qui est plutôt là pour aider à réfléchir et ainsi de suite, c'est peut-être, allez, 2 ou 3 jours, 2 jours par mois, et encore, oui. Participation au bureau, au conseil, et puis peut-être un ou deux mémos de réflexion sur telle ou telle thématique. Enfin, ça donne, ça donne un peu une fourchette. Oui, et je rajouterais, sachant que dans le monde associatif, justement, à la différence peut-être du monde des conseils de société, où les frontières sont beaucoup plus poreuses en gouvernance, justement, et donc la disponibilité, c'est aussi celle qu'on veut bien y mettre. Et il y a des fonctions dans les associations qui s'apparentent à du très opérationnel qu'on ne verrait pas dans un conseil d'administration classique d'une société, d'une ESA, par exemple. Et là, je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne intelligence justement sur cette alchimie qui est que oui, on est au conseil, mais alors déjà au bureau, on est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus opérationnel. Donc la question, la réponse, c'est est-ce que vous êtes juste au conseil ou est-ce que vous êtes au conseil et au bureau? Donc là, l'implication est beaucoup plus importante. Et est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez une compétence particulière qui est prioritaire dans les 12-18 mois de l'association à développer et où vous pouvez être quelque part en mission? Est-ce que la recherche de partenaires, la recherche de nouveaux financeurs, enfin voilà, il y a plein de sujets qui vont surgir sur lesquels, eh bien, on peut s'impliquer pendant un temps donné sous forme de mission bénévole à l'intérieur de la fonction d'administrateur. Et peut-être, alors, justement, une deuxième question complémentaire sur le chat, avec un petit sourire, hein. Est-ce à dire qu'il serait souhaitable d'être en retraite? Est-ce que le mandat d'administrateur est réservé aux retraités? Voilà, peut-être. Alors, je me permets juste de témoigner parce que je suis moi-même salarié chez Passerelle les compétences et je suis secrétaire du bureau d'une association dans mon quartier, bénévole, une association d'1 million d'euros de budget et 15 salariés. Je peux vous dire que c'est parfois jongler entre les horaires et caler des réunions sur le temps de midi. Donc, c'est pas simple, mais peut-être aussi avoir votre regard vous sur la- est-ce que c'est plus simple d'être administrateur et en retraite? Est-ce que c'est possible d'être administrateur et d'avoir une activité salariée? Alors moi, je suis administrateur, mais j'ai une activité de consultant, donc qui est beaucoup plus souple en termes d'horaire et de présence physique et qui permet de gérer ça. De mon côté, pardon, c'est clair, et du reste, on s'est fait la remarque pas plus tard que hier, du reste, dans un Cénac, que des administratrices à la retraite, ça paraît des fois beaucoup plus simple pour gérer la gouvernance. Si je prends l'exemple du niveau national, on a 3 jeunes femmes qui sont toutes les trois actives et très actives. Et je m'aperçois qu'effectivement, déjà réunir les réunions de gouvernance, enfin monter les réunions de gouvernance, ça ne peut se faire que grosso modo au-delà de 18 heures ou le week-end, ce qui n'est pas forcément très simple. Et puis quand il s'agit, comme l'a très bien dit Françoise, de prendre une mission particulière sur telle ou telle thématique, ben, on s'aperçoit que malgré leur bonne volonté, c'est difficile pour elles de l'assumer derrière, parce que ça va prendre du temps et que ce temps ne sera pas compatible avec leur job actuel. Donc
Moi, ma conclusion, c'est que pour quelqu'un qui est salarié, enfin qui a une vie active, pardon, vie professionnelle, entrer dans une gouvernance d'association, c'est faisable, mais il faut vraiment bien réfléchir sur ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire. Parce que ce dont je m'aperçois, c'est que finalement, ils peuvent peut-être plus, ils peuvent moins que plus. Là, c'est très net, hein. Oui, et je rajouterais, je dirais, c'est d'être bien clair sur qu'est-ce que vous cherchez en rentrant dans une association Oui, alors que vous avez une vie professionnelle extrêmement occupée par ailleurs. Euh, alors, il y a parfois des demandes justement d'amitié parce qu'il y a des compétences et que c'est plus simple. Et je pense à mon fonds de dotation là, dans lequel je suis. Il y a une administratrice qui est médecin, très occupée, mais elle est essentielle au conseil d'administration. Mais elle jongle. Et donc après, c'est à géométrie variable. Je crois ce qu'il est important, c'est vis-à-vis du conseil de ne pas être un administrateur fantôme, parce que je pense qu'il y a, comme tu le disais, Hervé, il y a dans un conseil, il y a des administrateurs ne sont pas très actifs. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir des administrateurs qui chacun mettent leur pierre à l'édifice de la gouvernance de l'association et la foi avancée. c'est clair. Mhm. On a évoqué tout à l'heure et vous avez évoqué un petit peu tout ce qui était, je dirais, vos motivations pour rejoindre une association et le matching et l'amitié. Moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est, selon vous, est-ce qu'il y a des raisons de dire non à une sollicitation d'une association? Qu'est-ce qui serait les limites pour vous de dire non à justement une association et pour entrer dans un conseil? François, si tu veux prendre la parole? Oui, je veux bien, parce que c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Euh, Question de disponibilité. Mhm. À cette question de disponibilité était justement lié le sentiment que j'avais que la situation de l'association allait nécessiter beaucoup d'implication et que j'étais pas forcément prête à dépenser autant d'énergie et de temps sur cette association. Et puis, il y a eu un sujet de militantisme, justement. Et, euh, et c'est la première fois qu'on m'a posé la question d'un engagement politique. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à pourquoi je m'engageais dans une association. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'était pour des raisons politiques au sens la vie de la cité et pas politique au sens parti politique. Donc voilà. Oui, ben, je pense que de mon côté, je suis exactement sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire la disponibilité est un point fondamental, hein, parce que moi-même j'ai été sollicité là, pas mal au sein de la fédération, mais manifestement ça devient impossible au bout d'un certain temps. Et puis le deuxième aspect, il tourne autour de l'objet, effectivement, il y a des valeurs portées, enfin de l'activité et des valeurs portées par l'association. Et de la même manière que jamais je ne rentrerai a priori dans une association à but politique au sens politicien du terme, ou religieuse, et c'est mon point de vue personnel. Par contre, effectivement, le fait d'avoir, comment dire, d'adhérer à une association ayant d'intérêt général et à vocation sociale, ben ça, c'est effectivement, en ce qui me concerne, primordial. Bon. Après, je pense que du coup, tout dépend des affinités que l'on a, des buts que l'on recherche, mais très clairement, on peut être amené à dire non. Oui, ça, c'est l'évidence. Peut-être, Élise, il y a une question sur le chat, justement, dans l'autre sens. Quels seraient les critères pour une gouvernance pour refuser une personne qui pourrait se porter candidat et une personne qui pourrait être volontaire pour rejoindre le CA? Quelles seraient les limites et est-ce que les gouvernances peuvent être amenées à dire non à certains candidats? Je veux bien répondre parce que j'ai aussi eu l'expérience d'un non.
où j'avais postulé grâce à Passerelle et Compétences à une association. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a été pris parce qu'il avait justement un profil où il avait des expériences et des compétences plus en adéquation avec l'objet de l'association et ce que cherchait l'association à ce moment de son développement. Oui, très, très clairement, du reste, cette question, elle renvoie à un point qui n'est pas toujours bien formalisé, loin s'en faut dans les associations, ça dépend sans doute de leur taille, et qui est la définition de poste ou de fonction, comme vous voulez, de chacun des postes d'administrateur. Et en fait, dès lors que l'on prend la peine de faire ce travail préalable avant de rechercher ou de coopter de nouveaux administrateurs, on s'aperçoit vite que effectivement, si on a plusieurs postulants pardon, en face de nous, on s'aperçoit vite qu'on va être obligé de dire non parce que, au regard du cahier des charges, de la définition de fonction, eh bien, on s'aperçoit que enfin, le matching se fait pas, hein, tout simplement. Et nous, ça nous arrive, enfin, je ne dirais pas fréquemment, mais ça nous arrive, effectivement. Merci. Je reviens sur un point que vous avez évoqué effectivement et qui est le sujet de notre thème aujourd'hui, c'est le militantisme militant. Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur comment vous définissez ou au moins comment vous mettez une différence entre une personne dite engagée et une personne dite militante. Comment vous apprécieriez cette différence, Je veux bien François? commencer pour une fois. Non, je plaisante. Enfin, moi, de manière assez simple, je dirais qu'une personne qui est engagée, c'est une personne qui va tenir ses promesses. Une personne militante, non seulement elle tient ses promesses, mais en plus elle s'engage dans un plaidoyer. Elle s'engage éventuellement plaidoyer qui peut être sur la place publique ou pas enfin à différentes instances, mais elle va plus loin que l'engagement sur un certain nombre d'activités. Elle va aller au-delà à travers un plaidoyer et qui la met plus je dirais potentiellement en danger, hein. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une différence assez solide enfin, importante entre ces deux aspects. Oui, je pense que autour de cette conférence téléphonique, je pense que, vidéo plutôt, on est tous des potentiels administrateurs engagés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au sujet, etc. Et donc l'engagement, il est essentiel et c'est la base. Au-delà, je pense que ça dépend de la fonction qu'on va occuper au sein du conseil. En matière de militantisme, il y a des fonctions qui sont, comme tu le disais, Hervé, plus exposées. Une fonction de trésorier, c'est pas Oui. forcément exposé sur l'objet social de l'association. Ça va être exposé sur les financements auprès des banques, la banque, etc. Mais pas exposé nécessairement sur porter la voix de l'association. Et donc, là aussi, c'est un sujet de bonne gouvernance. Qui porte la voix de l'association? Est-ce que l'association a justement un rôle social ou politique au sens noble, à porter une cause et est-ce que cette cause, elle rencontre aujourd'hui un écho et donc tout d'un coup, elle se trouve à être au cœur de débats où 2 ans avant, elle n'y était pas. Je vais donner un exemple. Je pense à une association qui faisait un travail absolument extraordinaire à bas bruit sur le mal-être et le suicide des jeunes. Le suicide, vous l'avez entendu, est devenu une grande cause nationale. Et bien, tout d'un coup, cette association, elle est interrogée par des politiques, des pouvoirs publics pour manifester son expérience, pour raconter ce qu'elle fait. Et donc voilà, le militantisme, à un moment donné, il peut aussi venir d'une cause exogène qui fait que tout d'un coup, la cause de l'association devient prioritaire. Et cependant, en fait, on peut certaines assos effectivement mettre en place des actions, on dirait politiques, mais au sens noble du terme, hein, je dirais, avec, comme tu l'évoquais, Hervé, des plaidoyers ou
ou du lobbying, etc. Et la question est quelque part, est-ce que l'action associative, elle est pas liée quand même à une action politique, à une participation politique, de toute manière. Est-ce que vous sentez, quel est votre avis là-dessus? Ouais. Oui, je pense que oui. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde où les pouvoirs publics et donc le politique se désengagent d'un certain nombre de domaines, où les associations sont, elles, très actives. Et on a quelque part une collaboration naturelle qui se fait de vases communicants entre une association sur des domaines qui auparavant peut-être étaient pris par la puissance publique. Alors, oui, effectivement, moi je rejoins ce point de vue parce que si je prends le cas du tourisme social et solidaire, euh, on on vient sans doute pallier un peu les carences de l'État ou en tout cas de l'organisation globale de la cité, enfin de la cité du pays, du reste. On vient effectivement pallier certaines carences. C'est vrai aussi dans le domaine de l'inclusion. On a d'autres associations qui sont dans le domaine de l'inclusion, de l'insertion. On voit bien que ces associations viennent pallier les carences de l'État ou en tout cas la faiblesse des moyens et que donc elles jouent effectivement un rôle politique assez noble du reste, hein, parce que profondément social et dans l'intérêt général de tous. Donc oui, oui, effectivement. Et en fait, les frontières sont devenues poreuses parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, Hervé, la puissance publique se désengage, mais en même temps, elle peut aider les associations par Oui, les financements. Moi, exactement. j'étais dans une association où il y avait Oui, 50% de financement public, oui, 50% de financement oui, privé. Et en fait, les financements publics, ils étaient là parce que l'association, elle remplissait un rôle que des CAF ou la région ou la commune n'avaient pas les moyens de faire ou ça aurait été trop granulaire. Et voilà, on concentre sur une association, une mission, et par contre, on la finance par de l'argent public. oui, oui, tout à fait. Les associations dont je parle sont quasiment toutes en délégation de service public, hein. Hmm. Bon. Mais avec une efficacité, alors pour les grandes associations, là, redoutable, hein, qui s'apparente tout à fait à celle du monde privé, du haut du panier du monde privé. Et donc, je pense que c'est effectivement tout bénéfice pour l'État, hein. Ça, c'est clair. Peut-être En fait, toutes les une bonnes dernière, volontés doivent s'additionner. absolument, absolument. Peut-être une dernière question avant qu'on réponde à des questions dans le chat. Un peu sourire, c'est-à-dire que en rejoignant la gouvernance d'une association, hein, enfin avec le conseil d'administration, est-ce que selon vous, on participe à faire vivre, bien évidemment, cette association ou cette fondation, mais quelque part, on cherche pas aussi à changer un peu le monde? En tout cas, très modestement. Alors, si, c'est pas innocent. La question est intéressante, comme on dit. Je pense qu'effectivement, quand on réfléchit bien, même dans une association du type Tourisme social et solidaire, quand on contribue de manière très limitée, certes, mais à changer un peu le monde. Et je vous prends un exemple qui concerne la jeunesse. Quand on réunit une trentaine de séjours internationaux multiculturels via les YMCA, donc du monde entier, enfin surtout de l'Europe, mais qui viennent d'ailleurs, et que ces séjours de 2 ou 3 semaines qui font se rencontrer des petits et des jeunes de 4 ou 5 pays différents portent sur des thématiques comme la paix dans le monde, la citoyenneté, l'éco-développement et ainsi de suite. Je pense qu'effectivement, on contribue à ce que les pays, enfin les personnes, les jeunes de différents pays se connaissent, apprennent à se connaître, s'entendent mieux, soient davantage bienveillants vis-à-vis des autres et ainsi de suite. Et c'est une toute petite pierre à l'édifice, mais c'est une petite pierre.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde micro au niveau de l'association, mais à un moment donné, comme dans l'exemple que j'ai donné sur cette association qui se trouve au cœur du sujet, grande cause nationale du mal-être de la jeunesse, eh bien, à un moment donné, voilà, la- l'objet de l'association et l'association se trouve dépassée par ce qu'elle fait et elle rentre dans quelque chose qui est plus important et elle fait partie voilà, d'une initiative qui cherche à peut-être pas changer le monde, mais à changer la vie de beaucoup plus de gens que des membres de l'association. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais me retourner vers Philippe, savoir s'il y a des questions au niveau du chat qui pour nos deux intervenants. Oui, alors il y a quelques questions, il n'y en a pas tant que ça, donc n'hésitez pas à les poser. Il y a notamment une question sur comment le conseil d'administration coopte un futur administrateur potentiel, voire même faut-il être coopté finalement? Est-ce qu'une préférence est donnée à des profils avec des compétences, notamment sur les questions budgétaires? Et faut-il un certificat d'honorabilité pour être dans une gouvernance? Voilà, et comment est-ce qu'on s'assure finalement lorsqu'on coopte, alors déjà, comment est-ce qu'on coopte un nouvel administrateur et comment est-ce qu'on s'assure que cette personne partage bien les valeurs de l'association? Je, je me Qui veut permets. répondre? Allez, la cooptation, enfin, nous, on passe systématiquement par un principe de cooptation, et une cooptation en, je dirais, grosso modo, deux, voire trois étapes. La première étape, c'est une rencontre avec les membres du bureau, qui se font une première idée, qui cuisinent, enfin qui cuisinent au sens noble du terme, hein, trois étoiles, qui cuisinent la personne, et ça n'est que si le bureau donne un avis favorable que à ce moment-là on passe au niveau conseil d'administration et on demande au futur potentiel administrateur de se présenter, enfin on a une discussion avec l'ensemble du conseil d'administration si possible en présentiel, mais c'est pas toujours facile. Et ça n'est que au terme ça n'est que si le conseil d'administration a coopté la personne que à ce moment-là, il peut présenter sa demande en AG, hein, pour être élu lors d'une assemblée générale. Donc il y a effectivement trois niveaux de et à chaque fois on essaye, enfin dans les deux premiers niveaux, pardon, pour terminer, on essaye effectivement de bien comprendre le parcours de la personne, ses motivations, son degré d'engagement potentiel et ainsi de suite. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on demande un certificat d'honorabilité, mais on est quand même attentif à son parcours. Oui, et je rajouterais à l'inverse pour l'administrateur qui va rentrer dans un conseil, je pense qu'il faut être attentif à la responsabilité que ça implique. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas neutre, notamment sur certaines fonctions, secrétaire, président, trésorier, et être parfaitement à l'aise avec les responsabilités juridico-économiques qu'on va avoir en rentrant dans l'association, ce qui justifie aussi du côté de l'association de faire quelques vérifications sur les administrateurs qu'elle veut faire rentrer. Merci beaucoup. Est-ce que Philippe, tu as d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, mais peut-être pour rebondir quand même sur cette question, parce qu'on a un double regard, on a Hervé qui a fait appel à Passerelle Compétences pour rechercher les nouveaux administrateurs et Françoise qui est devenue administratrice grâce à Passerelle Compétences. Peut-être, alors, nous, on a toujours un peu ce questionnement, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des processus de recherche qui sont professionnels, qui sont structurés, qui permettent de valider un certain nombre de points. Mais ça reste de l'engagement bénévole. Donc, comment garder cette dimension engagement bénévole? Comment faire en sorte qu'un bénévole ne se sente pas finalement pris dans un processus de recrutement qui serait assez similaire à celui d'un Ben poste oui. salarié, alors Mm. que c'est un engagement bénévole? Et comment réussir à concilier finalement ce souhait
d'avoir des administrateurs compétents qui partagent les valeurs, et en même temps un engagement bénévole qui nécessite un processus de sélection un peu différent de celui d'un salarié. Question difficile. Allez, je me lance. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une logique euh, où la vie est difficile pour les associations euh, et elles recherchent une forme de professionnalisation des bonnes volontés qui les soutiennent et qui les aident. Et donc cette professionnalisation, eh bien, elle passe par certains codes et certaines pratiques du monde, lui, 100% professionnel. Et je crois que c'est aussi une bonne chose pour les associations parce que ça leur donne finalement une forme de sécurité dans leur gouvernance. Oui, enfin, alors là, partage complètement là, cette vision des choses. Moi, alors, par rapport à, comment dire, au processus de recrutement qui, ça pourrait s'apparenter un peu trop, tel que je viens de le formuler, à un recrutement professionnel, et puis le bénévolat. Bon, certes, on emploie des méthodes finalement qui sont proches de celles du professionnel, mais d'un autre côté, tout se fait dans une. Là, je pense qu'il y a aussi un problème d'ambiance, et tout se fait dans une ambiance qui est différente de celle du monde professionnel. Et ça, c'est fondamental. Je veux dire, ce qu'on cherche aussi à percevoir, c'est l'envie. Bon, quand on est en recrutement professionnel, on est sur des codes, on est sur des postures, on est sur tout un tas de choses codifiées. Là, on n'est plus du tout dans cet environnement et c'est à l'association face à un futur potentiel administrateur triste de maintenir cette ambiance un peu particulière du bénévolat, hein, de la recherche du son, comment dire, essayer de bien comprendre l'envie qui peut motiver, enfin, ou les différents motifs et l'envie de la personne. Je pense donc il y a aussi un aspect culture, environnement, ambiance qui fait que on peut appliquer des méthodes professionnelles dans un environnement qui ne les environnement associatif bienveillant, je dirais, pour prendre, si je devais résumer les choses à un seul qualificatif, bienveillant, avec un risque, néanmoins avec un risque qui est que effectivement on n'a pas les contraintes du monde professionnel et demain l'administrateur ou l'administratrice qui a été coopté peut même si on l'a bien évalué, peut s'avérer en fait ne pas être la bonne personne parce que soit elle s'engage beaucoup moins que prévu et à ce moment-là, on n'a plus beaucoup de moyens non pas de rétorsion, mais on n'a plus beaucoup de moyens de corriger le tir. C'est une des grandes difficultés, me semble-t-il, du monde associatif par rapport au monde professionnel, au niveau de la gouvernance, hein. Je parle pas au niveau des salariés, hein, d'associations, au niveau de la gouvernance. Donc c'est vrai que du coup, ça me ramène, et je termine, au début de mon intervention. On a quand même intérêt à avoir un processus de cooptation qui soit bien construit et bien fait et pertinent, parce qu'il faut le risque que l'on prend en recrutant une personne qui n'est pas la bonne, et en tout cas qui s'avère être finalement pas tout à fait adéquate, est quand même majeur par rapport au fonctionnement de la gouvernance. Et comme dans la gouvernance, il y a un certain nombre d'administrateurs qui sont là plutôt pour la parade, il faut pouvoir compter sur un certain nombre d'autres administrateurs qui bossent. Bon, je plaisante Engagé. un peu, mais c'est quand même la réalité du terrain, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Philippe, est-ce que je te redonne la parole? Peut-être avant, on voudrait vous présenter quelques offres en cours, mais peut-être parler aussi de passerelle et compétences qu'on n'a pas fait en introduction pour ceux qui nous connaissent pas suffisamment et du bénévolat de gouvernance. Qui sont connectés. peut-être, Élie, alors il y a une dernière question hein, alors la question c'est quel dispositif de prise en charge financière pour monter en compétence dans les fonctions de gouvernance? Peut-être de façon un peu plus globale, hein, comment est-ce qu'on permet à des administrateurs d'associations de se former, de monter en compétences? Est-ce qu'il faut absolument avoir toutes les compétences avant de rentrer dans un CA?
coup, avec votre regard, est-ce qu'il existe des process, des process de formation pour les administrateurs? Vas-y, Alors oui, Sophie. administrateur, oui, sachant que ces formations, alors certaines sont assez coûteuses, mais elles peuvent être prises en charge sur des comptes, vos comptes formation, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. TPF. CPF, Oui, voilà, c'est ça. CPF, voilà. Et voilà. Ça peut être pris en charge dans le cadre, moi ça a été mon cas, dans le cadre de départ d'un employeur et ça a fait partie de la négociation en disant bah, financez-moi la formation d'administratrice. Euh, Il y a, à ma connaissance, pas de formation spécifique à la gouvernance d'associations, mais l'IFA est en train de pas mal réfléchir, l'Institut français des administrateurs est en train de pas mal réfléchir justement sur les gouvernances un peu différentes et aller regarder sur leur site. Je suis sûre que vous trouverez des choses sur la gouvernance des associations et des administrateurs dans d'autres domaines que des sociétés privées, enfin à capitaux privés. Et il n'y a pas le FDVA, donc, qui est je ne sais plus ce que Peut-être. ça signifie, mais il me semble que nous, on a eu des formations qui ont été financées par le FDVA à YMCA. Alors, D'accord. peut-être pour compléter, hein, il existe un certificat qui s'appelle le CFGA, le certificat de formation à la gestion associative, qui n'est Mhm. pas un certificat d'administrateur, mais qui est un dispositif de formation encadré par l'État d'une trentaine d'heures qui aborde l'ensemble des thématiques qui, en principe, sont abordées dans les gouvernances associatives. Donc, un nouvel administrateur qui voudrait se former, ça peut être une option. Et deuxième chose, il y a 1,5 million associations qui existent en France. La moitié sont membres d'une fédération. On a l'exemple de RD, qui est la fédération YMCA, dans laquelle il y a 16 associations membres. Il y a aussi des grosses fédérations qui, en principe, proposent des dispositifs de formation pour leurs administrateurs, ou en tout cas les administrateurs de leur propre fédération. Donc, il n'y a pas un dispositif unique de formation pour les administrateurs, mais il existe plusieurs dispositifs qui peuvent être activés pour les administrateurs qui souhaiteraient se former. Très Alors, bien. oui, peut-être Élise, revenir. Donc, il y avait une toute première question dans le chat. Hein, pourriez vous présenter rapidement Passerelle et Compétences? Donc, on va juste faire une petite présentation rapide. Donc, Passerelle et Compétences est une association qui aide d'autres associations. Nous existons depuis 2002. Donc, nous aurons 25 ans dans 2 ans. Nous sommes une association entre guillemets historique, puisque l'association pionnière du bénévolat de compétences. Donc, notre mission, c'est mettre en relation des associations qui ont des besoins, qui n'ont pas les moyens de répondre à ces besoins, et des bénévoles qui ont les compétences pour répondre aux besoins des associations. Donc, depuis plus de 20 ans, nous proposons des missions de bénévolat de compétences, donc des missions courtes sur tout ce qui est fonction support, donc des missions de quelques mois, quelques heures par semaine. Et depuis 2020, Passerelle les compétences a donc lancé un programme qui est à l'origine de ce webinaire aujourd'hui, le bénévolat de gouvernance, qui accompagne les associations dans leur renouvellement de leur gouvernance et notamment la recherche de nouveaux administrateurs. Donc, c'est pour ça que nous diffusons assez régulièrement des annonces de recherche d'administrateurs pour nos associations partenaires. Et pour conclure ce café gouvernance, on va vous en partager quelques-unes, justement parce que nous avons, alors, je vous le partage, le voilà. C'est en train de s'afficher. Excusez-moi, je mets en plein écran. Voilà, donc actuellement, nous avons une trentaine de recherches en cours pour des mandats d'administrateurs sur l'ensemble du territoire. Nous accompagnons toutes les associations de solidarité qui font appel à nous, ce qui veut dire que ce sont des missions dans des associations assez diverses. Donc là, on va juste vous en présenter 5. Le premier, c'est l'association SEV. La mission de l'association est de promouvoir la philosophie auprès des enfants. Très concrètement, l'association organise des ateliers à l'intention des enfants à partir de 6 ans et qui leur permet d'avoir une première approche de la philosophie. Et ils nous ont sollicité parce qu'ils recherchent actuellement un nouveau trésorier. Donc les enjeux de ce mandat,
Il y a une réflexion stratégique sur le devenir de l'association en ce moment. L'association fait le constat qu'il y a une pertinence plus que jamais avérée de ces actions, qui sont extrêmement louables, mais des nouvelles contraintes budgétaires l'amènent à chercher un trésorier avec des compétences un peu techniques pour accompagner l'association dans la poursuite de son développement. Une autre association qui a fait appel à nous également pour chercher un trésorier, l'association s'appelle Limbo. La mission de l'association est de soutenir les migrants qui ont été victimes de violences pendant leur parcours d'exil. Donc très concrètement, ils ont deux types d'activités. Des séjours de résilience qu'ils organisent tous les ans, en quelque sorte des séjours de vacances qui sont centrés sur la vie en commun, le sport et l'art-thérapie. Et ils ont également développé des ateliers hebdomadaires sur Paris, parce que l'association est basée à Paris, basée sur l'art-thérapie à l'attention donc des migrants. Et les enjeux, c'est garantir la gestion saine de cette petite association qui a un budget de 150 000 euros annuels. Enfin, troisième association parisienne qui s'appelle l'Âge d'Or de France. La mission de l'association est de développer le lien social et l'imaginaire. Donc, ils ont deux grands types d'activités. Le premier, c'est la promotion du conte. Et le deuxième, c'est l'organisation d'activités culturelles pour les seniors. Et donc, ils recherchent actuellement un administrateur en charge d'une nouvelle offre culturelle. Donc, les enjeux de cette association, il y a une nouvelle gouvernance en cours de constitution. Un nouveau trésorier est arrivé il y a quelques mois et un président est en bonne voie pour être coopté. Et il souhaite rajeunir l'offre culturelle à l'attention des jeunes seniors. Donc, il cherche un administrateur pour porter cette nouvelle offre culturelle à l'attention des jeunes seniors, les 65-70 ans. Et enfin, deux recherches, cette fois-ci en dehors de Paris. Le premier, c'est sur la région Centre, la Fédération des déficients visuels de la région Centre-Val de Loire, qui réunit un certain nombre de services à l'attention des déficients visuels. Ils cherchent de nouveaux administrateurs. À l'heure actuelle, leur conseil d'administration est composé uniquement de personnes déficients visuels. Ils souhaitent s'élargir et cherchent notamment un administrateur pour développer les partenariats et un administrateur pour développer la communication. Et enfin, dernière recherche en cours, la Fondation pour la recherche médicale qui recherche un délégué territorial à Toulouse. Donc la mission de la Fondation, c'est soutenir la recherche médicale. Et il recherche un délégué territorial à Toulouse pour porter la dynamique de la Fondation sur le territoire occitan, animer un réseau de bénévoles et représenter cette Fondation reconnue pour la qualité de ses actions. Donc voilà pour une présentation un peu générale de passerelle des compétences, également des exemples de mandats d'administrateurs que nous recherchons pour nos partenaires. Si l'un ou l'autre de ces mandats vous a parlé, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra vous les présenter de façon un peu plus détaillée. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question avant qu'on remercie nos intervenants. Un très, très, très grand merci à Hervé et à Françoise pour leur participation à cet échange. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu et que vous avez enrichi votre connaissance de la gouvernance associative à travers cet échange. Le café gouvernance continue. Il y aura un prochain thème certainement à la rentrée, dont on vous communiquera les informations en temps et en heure. Un dernier petit mot, Philippe, tu veux rajouter quelque chose, ou Hervé, ou Françoise? Ouais, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de participer à ces échanges. Étant tout nouveau maintenant, je ne peux plus le dire comme ça, mais je n'avais jamais, oui, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que je n'avais jamais été confronté, ou en tout cas à la vie associative, avant de prendre ma retraite et d'être sollicité par les YMCA. Bon, et je pense que, en tout cas pour des retraités, je pense que ça peut être une activité tout à fait sympathique, très sympathique, même si elle est prenante. Elle peut devenir très prenante. Il faut même faire un peu attention. Voilà. Merci Hervé. Françoise, tu veux dire quelque chose? Non. Merci à vous d'avoir organisé cela. Je pense que ça participe complètement justement à la visibilité de la gouvernance associative, à cette forme de professionnalisation et de prise de conscience qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de possibilités de s'épanouir dans la gouvernance d'associations.
Merci en tout cas à vous deux. Merci également à l'ensemble donc des participants et au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre sujet dans un café gouvernance. Merci beaucoup et au revoir. Au À revoir. bientôt, bonne Au revoir, journée. merci. Au Au revoir. revoir.